Salut à toi pour cette journée numéro 462. On parle respiration aujourd'hui et on va parler un petit peu de l'influence de l'intensité de l'effort sur le centre de contrôle respiratoire. C'est le sujet sur lequel je travaillais ce matin dans le cadre de ma formation que je prépare sur le système respiratoire et son implication dans la performance sportive. Donc je fouille de fond en comble dans toutes mes ressources pour élaborer les meilleures ressources possibles. Et donc un des sujets au niveau du module 1 qui est les structures du système respiratoire, c'était donc le centre ou les centres de contrôle du système respiratoire qui se trouvent notamment dans la base de notre cerveau, dans le bulbe rachidien et dans le pons. Je crois que ça se prononce comme ça en français, parce que je lis beaucoup d'éléments en anglais et ensuite il faut traduire les mots et des fois je ne sais pas comment les prononcer parce que je ne les ai jamais entendus prononcer en français, même si je les ai beaucoup entendus et lus en anglais. Mais en gros, voilà, on a plusieurs centres qui contrôlent notre respiration, qui sont dans la base de notre cerveau. On a bien sûr la partie dans le bulbe rachidien qui est autonome, qui a cet effet de rythmique ou rythmicité sur la respiration en elle-même. Le fait que tu respires quand tu dors par exemple, c'est grâce à ce centre inspiratoire dans le bulbe rachidien. C'est ça qui fait que tu respires. Et c'est le métronome, si tu veux bien, qui va maintenir cette inspiration en sachant qu'au repos, ton expiration elle est passive. Le simple fait que tes alvéoles, tes poumons et ta cage thoracique aient ce recul, si tu veux bien, élastique, c'est-à-dire que quand tu gonfles un ballon, par exemple, et quand tu lâches, le ballon se dégonfle, simplement parce qu'il y a ce retour élastique. Les poumons, c'est pareil. Les poumons, c'est comme un sac. Donc quand tu le gonfles, et quand ils sont très gonflés, il y a cette pression, cette volonté du poumon de revenir à son état d'origine. Les alvéoles, c'est pareil. Les alvéoles se gonflent quand tu les remplis d'air. Donc tes petites alvéoles qui sont dans tes poumons, plus de 300 millions d'alvéoles dans tes poumons. Tes poumons qui ont une surface d'échange qui fait à peu près la moitié d'un terrain de tennis, de ce que j'ai lu, entre 35 et 40 mètres carrés. Donc t'imagines 35 à 40 mètres carrés qui sont repliés dans cette petite cavité thoracique, là où se trouvent tes poumons. Et donc les poumons, les alvéoles et également la cage thoracique, ton squelette qui veut revenir à son état initial. Et une fois que tu as ouvert, on va dire, cette cavité thoracique, descendu ce diaphragme pour inspirer, ce retour à la normale au repos se fait de manière automatique via ce recul élastique. Donc quand tu es au repos, tu as uniquement ton centre inspiratoire dans le bulbe rachidien qui est actif. Et ça, c'est quelque chose dont j'avais parlé avec Pierre sur son podcast il y a quelques temps de ça. Je me rappelle, il avait parlé, et ça m'avait marqué, je l'avais noté d'ailleurs, et donc j'en parle maintenant et j'en parlerai dans l'aspect entraînement de la formation respiratoire. C'est le fait que le fait d'entraîner ton système respiratoire, tu vas recruter en fait ou solliciter l'activation de ces centres de contrôle. Et on le sait, un des intérêts par exemple de faire du travail de renforcement, c'est que de toute forme, c'est que tu vas également non seulement renforcer les structures, les muscles en eux-mêmes, mais tu vas également améliorer la qualité du signal nerveux que tu vas pouvoir envoyer, que tu vas pouvoir générer, notamment via les gaines de myéline, si je ne me trompe pas. Et à ma connaissance, il y a d'autres facteurs que je ne comprends pas nécessairement très bien. Peut-être que Vincent pourra nous éclairer dans les commentaires ou quelqu'un d'autre qui a des notions un peu plus pointues que moi dans ce domaine-là. Mais en gros, effectuer une tâche, ça fait que dans le temps, cette tâche devient moins coûteuse, moins difficile à effectuer du fait que tu as imposé une surcharge en fait pendant un certain temps. Et donc, une des choses que j'ai trouvé fascinante en creusant ce sujet des structures du système respiratoire et donc des centres de contrôle, c'est que selon ton niveau d'activité, tu n'as pas tous ces centres qui sont activés. Tu as donc 4 centres principaux. Et j'ai lu récemment qu'il y en a peut-être un ils ne sont pas tous d'accord s'il y en a 4 ou s'il y en a 3. Mais partons du principe qu'il y en ait 4.
Il y en a donc 2 dans le bulbe rachidien, 2 dans le pons également, et le centre inspiratoire et le centre expiratoire qui se trouvent dans le bulbe rachidien, c'est le centre inspiratoire qui mène le bal, qui fait le diapason, pas le diapason, le métronome pardon, et qui maintient cette respiration même au repos. Dès le moment où tu as une activité physique, donc une augmentation du CO2 produit notamment, et donc cette nécessité d'expirer le CO2 pour retrouver cet état de base interne, tu vas avoir ton centre expiratoire qui va s'allumer, si tu veux bien, être activé, être recruté, être sollicité. Donc, en effectuant du travail respiratoire, tu vas solliciter ce centre qui n'est pas sollicité au repos. Et pareil, quand ton activité devient plus intense, tu vas activer ces 2 centres de contrôle qui sont dans le pons, si c'est bien comme ça qu'on le prononce, avec un rime en plus, qui vont eux augmenter le volume et la fréquence respiratoire, ou respectivement l'ABC, et qui vont alterner en fait leur activation. Tous ces systèmes qui sont extrêmement complexes dans la manière dont ils s'articulent. D'ailleurs, le système respiratoire, c'est un système qui est très très dur à étudier, parce que justement il y a tellement de boucles de redondance, de feedback qui viennent de plein d'endroits différents. Et une des choses qu'on fait en recherche, c'est qu'on va couper certains canaux de signalisation pour étudier les autres. Mais dans le système respiratoire, quand tu coupes une voie de signalisation, tu en as une autre qui s'active parce qu'il y a tout qui est redondant, parce que tu peux pas t'arrêter de respirer. Donc ton corps, il a développé ces mécanismes de redondance, de complexité et de sécurité en fait, pour que même si tu as 1 ou 2 des canaux de signalisation qui ne fonctionnent plus, tu vas quand même pouvoir effectuer ton mouvement de respiration, tu vas pouvoir maintenir cet équilibre interne et tu vas pouvoir survivre tout simplement. Donc c'est très très compliqué à étudier, mais donc le point de cette vidéo, c'était vraiment le fait que plus tu vas travailler ton système respiratoire, plus tu vas solliciter, activer, recruter ces centres de contrôle, et au niveau neuromusculaire, plus cette tâche de la respiration deviendra facile ou perdra en difficulté selon comment tu veux le cadrer ou l'exprimer. Tout comme un squat. Si tu fais un squat aujourd'hui, que tu fais un entraînement de renforcement pendant plusieurs mois et que tu refais un squat derrière, pour un même mouvement, ça te coûtera moins au niveau nerveux, au niveau métabolique et autres, du fait que tu l'as entraîné, du fait que tes canaux de signalisation et d'activation sont plus robustes, plus développés, car ils ont été sollicités via cet entraînement, via cette surcharge progressive que tu as appliquée. Et donc je pense que ça, c'est un des aspects de l'entraînement respiratoire dont je ne parlais pas jusqu'à maintenant, mais dont je vais commencer à parler un petit peu plus. C'est justement ce recrutement et cette activation en fait neuromusculaire qui te permet d'avoir un mouvement de respiration qui est moins coûteux, qui est plus facile, du fait que tu l'entraînes de manière spécifique, du fait que cet entraînement avec volume conséquent, avec fréquence élevée et avec une sollicitation prolongée des structures, va activer tous ces centres de la respiration et te permettre donc de développer ces capacités. Et ça, c'est vraiment sans parler même des échanges gazeux, de l'augmentation de ta tolérance au CO2, de l'augmentation de tes capacités respiratoires via des muscles respiratoires qui sont mieux entraînés, plus forts, plus endurants, les deux. Donc tous ces paramètres qui sont intéressants et donc que j'aborderai, que je continuerai à aborder dans ces vidéos, mais également sur ou dans la formation du système respiratoire qui arrive, que je suis en train de développer de toutes pièces. Je termine à l'instant donc la partie sur les structures du système respiratoire. J'enchaîne sur le module 2 qui traitera des fonctions du système respiratoire. Là, je viens de faire le premier slide sur l'effet de Bohr et l'effet de Haldane qui explique l'interaction entre, pour faire très très simple, l'oxygène, le CO2, l'acidité et l'hémoglobine et leur affinité respective. Donc si ça t'intéresse, cette formation sera disponible prochainement sur la Upside Strength Academy. En attendant, laisse-moi un like, laisse-moi un commentaire et je te dis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.